Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Il y a Candace Owen qui dénonce la mainmise d'Amisraël sur les États-Unis. Et vous allez voir, c'est intéressant, hein, alors que de base, c'est une proche de Trump. Voilà. Il y a la visite de Netanyahou en ce moment aux États-Unis. Pour parler de l'Iran, de Gaza, etc. On va voir les conséquences de cette visite. Et nous avons au Texas une méga ville qui est en création musulmane. Voilà, au Texas, soi-disant l'endroit le plus raciste de tous les temps, le peu de musulmans, parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de musulmans aux États-Unis, il y a vraiment très peu de musulmans, et pourtant il y a beaucoup plus de, par exemple, de sionistes, de personnalités comme ça que de musulmans. Par exemple, en France, c'est totalement l'inverse, hein. C'est totalement l'inverse. Et pourtant, on voit aux États-Unis cette communauté être beaucoup plus présente et faire valoir leurs droits. Ça laisse à poser la question en France, que font ces gens-là, hein, mis à part se victimiser, tu vois. On y reviendra. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, ne pas hésiter à soutenir la chaîne parce que moi je suis indépendant, donc c'est vous qui m'aidez. Donc n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee pour ce mois-ci. Et donc on va pouvoir commencer les enfants, ok? Alors, on va commencer par la visite de Netanyahou. L'augmentation des droits de douane annoncée par Trump, les tensions avec l'Iran, l'offensive israélienne à Gaza sont au menu des entretiens prévus lundi entre le Premier ministre israélien et le président américain Trump. Benjamin Netanyahou, c'est où le texte? Benjamin Netanyahou est le premier dirigeant étranger à rencontrer Trump depuis que ce dernier a décidé d'imposer des droits de douane visant une grande partie des produits importés par les États-Unis. Attendu à Washington directement après une visite de 4 jours en Hongrie, a pour principal objectif de persuader le président américain de revenir sur sa décision ou au moins de réduire les droits de douane qui seront imposés sur les importations amisraéliennes. Israël se verra ainsi infliger des droits de douane s'élevant à 17%. Moi je le répète, ça, ce sont des actes. Israël est en grande difficulté, ne vous en déplaise, ils sont en grande difficulté. Ils vivent du soutien de l'Occident, je le rappelle. Si en Occident, ils arrêtent de soutenir Israël, il s'effondrera de lui-même. Mais il faut savoir qu'il y a eu énormément de victimes pendant la ère, pendant le géno à Gaza. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite. La pauvreté s'est accrue. Quoi d'autre? En fait, ils sont dans une impasse. C'est tout ou rien. Faut comprendre, en ce moment, Israël, c'est tout ou rien. Donc, soit ils récupèrent tous les pays aux alentours, soit ils disparaîtront. Mais pour ça, il va falloir travailler, hein, les enfants. Vers une exemption des droits de douane. Je suis le premier dirigeant international, le premier dirigeant étranger qui rencontrera Trump sur une question aussi cruciale pour l'économie d'Amisraël, a déclaré le premier ministre israélien. Je pense que cela reflète la relation personnelle spéciale et le lien unique entre les États-Unis et Amisraël qui est si vital en ce moment. Selon Jonathan Reynolds, directeur des études politiques, Netanyahou va chercher à obtenir une exemption de droits de douane. Et là, on verra. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si effectivement il va l'obtenir, tu vois. Une telle exemption profiterait non seulement aux plus proches alliés de Trump au Moyen-Orient, mais ferait également plaisir aux républicains du Congrès. Tu vois. Donc, en résumé, là, ils sont en train de dire que, clairement, effectivement, ça aidera l'État d'Israël, parce que ça leur donnera de l'argent. Et aux États-Unis, ça ne rapportera rien. Au contraire, ils vont perdre de l'argent, mais ça leur fera plaisir. Donc, je le répète, si effectivement, il n'y a plus de droits de douane... Voilà. Israël avait tenté d'échapper aux nouvelles taxes en prenant des mesures préventives mardi, à la veille de l'annonce de Trump, et en levant la totalité des droits de douane, restant sur les 1% de marchandises américaines encore concernées. Mais le président américain a maintenu ces mesures, affirmant que les États-Unis accusaient un déficit commercial important avec Israël, l'un des principaux bénéficiaires de l'aide militaire américaine. Je rappelle, encore une fois, que la Palestine ne sera jamais libre avec juste des manifestations avec des kéfiers et en disant Free Palestine. Non, je le répète, et moi c'est pour ça que les gens me détestent, hein, les pro-palestiniens français, parce que je les oblige et je leur mets devant leur fait accompli
que s'ils veulent que la Palestine soit libre, déjà premièrement, c'est eux qui se battent, hein, c'est les Palestiniens, hein, ils sont sur le conflit, tu vois. Mais que nous avons une responsabilité, nous, pas le Maroc. Alors, je précise, hein, parce que souvent il y a des critiques qui sont faites. Pas le Maroc. Alors, il y a des responsabilités, hein, tout à chacun. Pas le Maroc, pas la Tunisie, pas l'Égypte, pas la Turquie. Voilà. On peut leur demander qu'ils fassent plus. Je suis le premier, hein, qui rompt les contacts, et etc. Mais il y a une responsabilité, c'est les Français, les Belges, comment on appelle ça, les Anglais et les Américains et les Canadiens. Si les peuples de ces nations-là, plutôt que de sortir et dire Free Palestine, Free Palestine, ils se mobilisaient, ils s'entraidaient, ils s'organisaient et décideraient de mettre en place du patriotisme et de dire l'Angleterre aux Anglais, la France aux Français, les intérêts, etc. Et qu'on arrête de donner de l'argent à Israël, de financer à Israël, l'affaire serait réglée immédiatement. Mais le problème, c'est que les agents israéliens, ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils vous ont créé des youtubeurs, des influenceurs, des hommes politiques qui vous disent « Free Palestine !» Tu vois. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? « Free Palestine !» Hein, je le répète. Mais quand t'as quelqu'un qui vient et qui te dit « Non les gars, il faut boycotter, il faut faire ci, maintenant on va faire ça, on va s'organiser », tu vois, bizarrement, tu te fais attaquer non pas par les Israéliens, mais par la dissidence, hein, soi-disant, hein, incroyable. Je rappelle cette analogie. Si demain, je prends un bâton et je tape dans une ruche, ils vont tous s'organiser et me péter la gueule, hein, je précise. Ils vont pas s'amuser à aller à 15 km se faire une réunion, tu vois, et de dire free, maille à l'abeille, wouh. Non, ils vont venir, ils vont me déglinguer la gueule, d'un commun accord, tu vois, c'est tout. Et ben, c'est ce qu'il faut faire, bref. 24 otages survivants. Netanyahou évoquera également la ère dans la bande de Gaza, les otages israéliens retenus dans ce territoire palestinien et la menace iranienne grandissante, a indiqué son bureau. Amisraël a repris le 18 mars son offensive à Gaza après qu'une trêve de 2 mois ait eu lieu, négociée par l'intermédiaire des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Depuis cette date, plus de 1300 personnes ont été vilipendées par Amisraël à Gaza. Voilà. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas, ben on s'en fout. Bombardement en Iran. Sur le dossier iranien, Trump a appelé l'Iran ennemi des États-Unis et d'Israël. On se demande pourquoi ennemi des États-Unis. À des négociations directes sur un nouvel accord visant à limiter le programme nucléaire de la République islamique. Il a aussi menacé de bombarder l'Iran en cas d'échec de la diplomatie. Donc voilà, bon bref. Donc voilà un petit peu la visite du truc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Candace Owen sur le lien par rapport à tout ça. Et on en revient à, je suis désolé, là je m'adresse aux musulmans de France. Il y a une critique, en fait les Texans, les musulmans texans vous mettent une gifle. Donc voilà, si j'avais été américain, je peux vous assurer que la communauté musulmane américaine, elle me soutiendrait. Moi, elle me déteste, la communauté musulmane française, parce que justement, je dénonce leur inaction et le fait qu'en fait, ils ont un complexe d'infériorité. Vous voyez, ils ont un complexe d'infériorité, c'est comme ça. Vous allez écouter jusqu'à la fin et vous verrez si j'ai tort ou j'ai raison. Mais d'abord, on écoute notre chère Candace Owen. You've got the Human Health Secretary, RFK Jr., saying, oh, we have to declare this an epidemic. And what we're really talking about is people voicing opinions against Israel. Des gens qui expriment leur opinion contre la politique amisraélienne de faire sauter des enfants palestiniens. Tu peux l'accepter ou pas, c'est juste une réalité. Et si vous ne comprenez pas à quel point nous sommes proches de leur destruction de la liberté d'expression, une fois que la parole, la liberté d'expression disparaît, tout le reste disparaît. Vous devez commencer à faire attention. Ils sont en train de redéfinir ce que c'est l'antisémite. Bip, même dans la Bible. Ils disent que la Bible est antisémite et qu'il faut modifier la Bible et le Coran d'ailleurs. Tu vois, hein. Par contre, dans la Torah, quand on explique que nous sommes des êtres inférieurs, qu'il faut bip, que des enfants de 3 ans, tu peux les bip, que machin, ça, y a pas de souci, tu vois. Hein, voilà. Mais par contre, la Bible, le Coran, il faut la supprimer. Hein, grave, hein, ça c'est... Alors, bref. L'administration pousse cela sur les campus universitaires pour suggérer même qu'une personne juive pourrait être... et que ça serait tout à fait normal qu'une personne juive soit plus loyale envers Amisraël que les États-Unis.
Voilà, normal. Voilà. Et là, elle donne une analogie, elle dit en fait, alors moi je vais la reprendre. Je vais la reprendre moi en France. C'est comme si demain tu avais un Français, tu vois, Michel, qui se convertit à l'islam, et d'un seul coup, il est plus fidèle, il est plus fidèle à l'Égypte qu'à la France. Le mec, il est français, tu vois. Ça n'a strictement rien à voir. Il est musulman français. Il est pas musulman égyptien. C'est con. Il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des chrétiens en Égypte, comme tu as des musulmans en France. La religion n'est pas Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'a pas de sens de dire oui, mais c'est tout à fait normal qu'ils soutiennent Israël plutôt que les États-Unis. C'est fou. Des parties de la Bible qui sont antisémites, les gars, ça devient fou. Je me suis rendu dans une séance au Sénat ou je sais pas quoi sur l'antisémitisme dans les campus universitaires. Et il y a un rabbin qui a dit, en appelant à des lois contre les discours de haine. C'est Levi Shem Tov. Il est le vice-président exécutif des Amis américains des Lubavitch. C'est comme l'autre Lubavitch que je vous ai parlé. Un élève de Kennedy, en fait c'est une forme très radicale du judaïsme. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il veut pour l'Amérique. L'antisémitisme n'est pas seulement un préjugé séculaire très ancien, c'est une crise contemporaine qui se manifeste sur les campus à travers le pays. Il ne suffit pas que des individus ou des institutions prétendent simplement ne pas être antisémites. Comme mon père me l'a enseigné, ça ne suffit pas que les personnes soient neutres ou pas antisémites. Il faut être antisémite. Alors j'ai pas compris. Donc alors j'ai compris. Donc en fait, ils expliquent. Alors elle explique même avec les mouvements noirs, c'est que ce n'est pas suffisant de ne pas être antisémite. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Il faut que tu sois un militant d'Am Israël. Et donc, encore une fois, il faut que vous compreniez le contexte. Yahvé leur ont expliqué que nous sommes, nous, des esclaves et que nous sommes là pour servir les Lumières, tu vois. Et en tant que tel, on doit être content. Et là, ce Lubavitch, il est en train d'expliquer, mais je comprends pas, les goïms, ils se révoltent. Oh, tu vas me servir. Ta femme et ta fille, je vais les bip. Dis-moi merci. Hein? Voilà, hein, voilà ce qu'il en est. C'est quand même phénoménal. Et quand tu dis non, mais je suis pas d'accord, tu dis bah t'es antisémite. Tu dis non, je le suis pas, bah c'est pas suffisant. Voilà l'avenir du monde. Donc ce qui se passe au moment, c'est que nous, c'est-à-dire les gens qui ont voté pour Trump et l'ont soutenu pendant des années et l'ont fait entrer en fonction. Pendant que Trump était en fonction, il y avait des émeutes contre George Floyd, etc. Les gens se sont levés pour lui et le soutenir. Et on dit que c'était mal. Ah, donc on est en train de dire, regardez, par exemple, même nous, la communauté noire, américaine, les gens, etc., quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter, où on expliquait que ça ne suffisait pas d'être pas raciste contre les noirs, il fallait leur tailler des bips, il fallait les piper, hein, il fallait leur faire machin, et il fallait se prosterner devant des hommes ou des femmes noires. Machin. Donc forcément, comme je dis, toujours dans les extrêmes, les gens ils ont dit non. T'as même t'as la communauté noire qui ont dit non, faut arrêter de déconner, comment ça on se prosterne devant moi. C'est complètement idiot, tu vois. Trump a dénoncé ça, les gens ont dénoncé, il n'y a pas de souci. Mais là par contre, quand c'est à Israël, il n'y a pas de souci. Bizarre, hein, ce 2 poids 2 mesures. On a l'impression que c'est Netanyahou qui dirige la Maison Blanche et que Trump signe en fait ce qu'il dit. On a l'impression que c'est Netanyahou qui devrait être assis dans le bureau ovale, alors qu'ils existent des lois contre les discours de haine, etc. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Chaque jour, ils annoncent quelque chose qu'ils vont faire pour soutenir davantage Am Israël. Et quelque chose me semble être un préjudice pour la liberté d'expression. Et si vous ne devez pas le voir, d'accord, il est temps de vous enlever les lunettes roses
Parce que juste que Trump était contre tout cela en 2016 ne signifie pas qu'il n'y a pas des gens autour de lui qui sont pour cela maintenant. Nous sommes en 2025. Donc voilà, donc elle avertit quand même sa communauté et pour mettre pression sur Donald Trump. Et vous voyez qu'en tout cas, les Américains se bougent, se mobilisent, s'organisent, dénoncent. Tu vois. Là où en France, les patriotes, tout ce que tu veux, ils sont complètement endormis. Ça me permet de montrer que les Américains sont éveillés. Là où en France, les discours comme Candace Owens sont boycottés, c'est-à-dire les miens. Mais voilà, écoutez par exemple, ça c'est en lien. Une mégapole, une mégaville musulmane est en suspens alors que les habitants furieux critiquent le projet d'installer un haut-parleur avec appel à la prière. Voilà. Alors il y en a qui critiquent, mais bon. Un opposant à un projet de ville musulmane au Texas ont envahi une réunion publique lundi dans l'espoir d'empêcher un complexe islamique controversé d'obtenir les permis nécessaires pour commencer la construction. Pendant des heures, le tribunal du comté de Collins a entendu des dizaines d'intervenants les suppliant de refuser ce centre islamique les permis nécessaires pour construire une ville pour les musulmans qui est censée être l'épicentre de l'islam en Amérique par les organisateurs, etc. Donc, alors, je vais vous montrer le projet, ok ? On va couper le son. Bienvenue dans le futur de cette ville épique, etc. Attendez. Voilà. Excusez-moi parce que là, il y a de les pubs. Donc là, il y a un stade de foot. Ah, attendez, parce que là, ils nous mettent les pubs quand je me pose. Là, stade de foot, des habitations, un centre culturel, une université, etc. Donc voilà. Une mosquée. Un centre historique, un centre-ville, voilà, c'est vraiment une méga ville quoi. C'est pas une petite ville, c'est une méga ville. Et c'est vous dire à quel point la différence entre la communauté musulmane française et la communauté musulmane américaine, hein, c'est quand même phénoménal. Alors est-ce qu'il vous montre le terrain? Attendez, de base. Non, il montre pas. Alors, on va regarder peut-être en bas. Voilà. Donc, le truc est en construction. Et le terrain de base, il est où? Voilà. C'est une grosse zone comme ça, inhabitée. Et donc, ils veulent acheter, investir et créer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la liberté de croyance. Et il y a les Mormons, t'as tout plein de trucs différents. Il y a un respect des religions qu'il n'y a pas en France. Et donc ce projet, pourquoi devrait-il être refusé, sachant que tous les autres sont acceptés, hein. C'est quand même, c'est-à-dire que vraiment aux États-Unis, c'est le pays des sectes, hein. T'as tout plein de sectes qui ont pignon sur rue et ainsi de suite. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'encore une fois, je le répète, le communautarisme est critiqué en France. Mais les seuls qui réussissent en France, c'est ceux qui sont communautaires. Les catholiques ne sont pas communautaires, ils l'ont dans le HUC. Les musulmans ne sont pas communautaires, ils l'ont dans le HUC. Plus précisément, les franco-algériens ne sont pas communautaires et ils l'ont dans le HUC. Donc voilà ce qu'il en est. Donc plutôt que de chialer et d'aller en manifestation, soyez communautaires, soutenez les gens que vous avez envie de soutenir, soutenez à mon échelle les médias comme moi. Tu vois, les médias comme moi, soutenez les projets, soutenez-vous entre vous et vous verrez que tout ira bien. Le problème, c'est que les patriotes français, les nationalistes français sont infiltrés et on leur demande d'aider Amisraël et tout ce que tu veux. Non, soutenez la France d'abord, les intérêts français d'abord, pas de je ne sais quelle nation. Donc c'est ça la grosse différence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces informations-là. À la prochaine sur les news de Samir. Hop, le générique.